Soyez les bienvenus sur le plateau TV du SFR Café dans le cadre des Journées francophones de la radiologie 2023. Notre invité, le docteur Gilles Russe, bonjour. Bonjour. Vous êtes praticien attaché au service des pathologies thyroïdiennes et tumorales endocrines à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à PHP à Paris. Avec vous, à destination du grand public et des patients qui nous regardent, on va faire un focus sur le nodule thyroïdien autonome. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par là ? Je vous remercie de m'avoir invité à parler à ce sujet du nodule autonome. Alors le nodule autonome, c'est un nodule qui d'une part est hyperfixant en scintigraphie, il capte l'iode ou le technétium qu'on injecte lors d'une scintigraphie et il est associé lors de la prise de sang, sur l'examen biologique, à une TSH trop basse, ABC. Quels sont les enjeux exacts, docteur ? Alors les enjeux sont multiples, mais le premier, c'est que le nodule autonome est responsable de 20% des hyperthyroïdies. Donc il va donner un hyperfonctionnement et cette hyperthyroïdie peut nécessiter une prise en charge. Le deuxième, c'est de bien identifier que c'est un nodule bénin dans l'immense majorité des cas et donc d'éviter en particulier, si cela est possible, de faire des ponctions dessus qui sont inutiles et qui sont même pourvoyeuses de faux résultats positifs inquiétants. On va peut-être parler des traitements. Quelle est la place des traitements peut-être conventionnels, chirurgie et iode 131 ? Alors c'est tout l'intérêt effectivement de ce sujet, c'est que c'est vraiment une prise en charge tout à fait multidisciplinaire. Donc historiquement, effectivement, c'est la chirurgie qui traitait les nodules autonomes, mais les indications chirurgicales se sont restreintes à l'heure actuelle et on admet que pour qu'une chirurgie soit indiquée, il faut en réalité qu'il y ait une autre pathologie thyroïdienne associée. Donc pas uniquement le nodule autonome, un goitre volumineux, un cancer de la thyroïde associé ou une pathologie locale qui impliquerait de toute façon elle-même aussi un traitement chirurgical, comme par exemple un adénome parathyroïdien. Et dans ce cas-là, effectivement, il vaut mieux opérer pour résoudre tous les problèmes en un que de chercher des solutions multiples. Voilà, et ça s'est restreint uniquement à ça. Voilà, alors le deuxième volet du traitement, alors qui est vraiment le volet classique et théoriquement l'indication phare dans le traitement du nodule autonome, c'est l'iode 131. Alors l'iode 131, son indication principale maintenant, c'est quand ces nodules autonomes ne sont pas uniques mais multiples. C'est quand c'est plutôt un sujet âgé. Et alors, c'est un petit peu technique, mais c'est important, c'est quand sur la scintigraphie, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas extinctifs, c'est-à-dire qu'il reste du tissu sain autour des nodules qu'on peut voir à la scintigraphie. Et à ce moment-là, quel est le risque ? Eh bien, on majore le risque que, après ce traitement, le patient passe en hypothyroïdie et un traitement à vie par lévothyroxine, comme pour la chirurgie en réalité. Par contre, il faut reconnaître que c'est un traitement très efficace, qui est en ambulatoire et qui n'a pas les complications que peuvent avoir les autres traitements, c'est-à-dire pas de risque de paralysie, en particulier récurrentielle, et de troubles de la voix. Terminons notre échange, docteur, en évoquant la radiofréquence. Quelles sont les indications de la radiofréquence, avantages, inconvénients par rapport aux deux autres méthodes thérapeutiques qu'on a évoquées ? Alors, la radiofréquence a pris de la place dans toutes ces stratégies pour une raison majeure, c'est qu'en fait, c'est la seule technique qui permet de promettre aux patients qu'il n'y aura pas d'hypothyroïdie après. Donc ça, c'est fondamental et dans le vécu et le discours des patients, c'est vraiment une constante maintenant. Je veux garder une fonction thyroïdienne normale, je ne veux pas de traitement. Donc, moyennant quoi, effectivement, ce traitement s'est développé, mais il faut reconnaître que lorsqu'on lit la littérature, on n'est pas forcément très satisfait, parce que quand on regarde en fait le pourcentage des patients dont la biologie, la TSH est normalisée, ne serait-ce qu'un an après la radiofréquence, il y a entre 25 et 50% d'échecs où la TSH, après une phase d'amélioration, va rechuter. Bon, donc ça implique en fait de disposer d'une technique parfaitement adaptée. Et cette technique parfaitement adaptée, en résumé, elle consiste à essayer de détruire le nodule de la manière la plus complète possible en déposant une énergie très importante dessus.
Donc les indications en découlent. Ça va être plutôt un nodule solitaire que le nodule multiple, qui serait plutôt une indication d'iode 131. Ça va plutôt être un sujet jeune. Le prototype, c'est une femme qui veut un enfant dans les 6 mois, 1 an, qui ne peut pas être traité par iode 131. Et ça va être un nodule de volume petit à moyen. C'est-à-dire qu'au-delà de 10-12 cm3, l'efficacité diminue. Si on respecte tous ces critères, on a vraiment une excellente efficacité pérenne. Donc vous voyez que dans tout ça, chirurgie, iode 131, radiofréquence, on peut même traiter par des médicaments, mais c'est encore un sujet un petit peu complexe, débattu, au long cours en tout cas. Eh bien, c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire, radio, endocrino, médecin nucléaire, chirurgien. C'est ce qui fait tout l'intérêt de la chose. C'est parfaitement clair. Merci beaucoup Gilles Russe pour cet échange autour du nodule thyroïdien autonome. Et merci à vous de nous avoir suivis depuis le congrès des journées francophones de la radiologie 2023, organisé par la SFR. À très bientôt. Merci beaucoup.